La communication que je m'apprête à vous présenter au sujet de métaphysique de la fin chez Amélie Nothomb se conçoit comme une sorte de prolongement donc, de mon mémoire de maîtrise en recherche-création, dont la partie essai traitait en grande partie du roman Biographie de la fin d'Amélie Nothomb, sous l'angle d'une potentielle réincarnation du corps anorexique à travers la performativité textuelle. Il s'agit maintenant aujourd'hui d'élargir le corpus et d'observer comment l'œuvre entière de l'auteur s'élabore autour et à travers la fin, qui est tout à la fois moteur et sujet de la création, et ultimement de voir pourquoi on pourrait parler de métaphysique de la fin qui imprégnerait la création nothomienne. Cultivée ou comblée, naviguant entre ascèse et excès, la fin parcourt son œuvre marquée par l'intensité. Évoluant d'un extrême à l'autre, Nothomb tisse à travers son œuvre une métaphysique complexe réunissant des concepts traditionnellement antagonistes, les faisant se côtoyer et frayer dans un certain esprit carnavalesque, tissant une sorte de témoignage de la relation complexe et problématique qu'entretient l'auteur avec son propre corps, habitant l'ennemi intérieur. Si vous connaissez un tant soit peu Nothomb, vous avez sans doute relevé l'ambition d'une telle proposition, d'autant plus celle-ci s'attaque à la globalité d'une œuvre titanesque. C'est un fait et par conséquent, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de mon sujet qui mériterait une recherche de beaucoup plus grande envergure et proposerait plutôt une amorce de réflexion sur cette idée. On ne présente plus Amélie Nothomb, romancière belge, soi-disant née au Japon en 1967, à laquelle on appose nombre de qualificatifs. Monstre littéraire, dame au chapeau, personnage médiatique, graphomane et mon préféré, celui d'Éternel affamé, pensé par Loveline Amanieu dans son étude Amélie Nothomb, l'Éternel affamé. Cet auteur, donc affamé, publie chez Albin Michel un roman à chaque entrée littéraire, mais en écrit beaucoup plus qu'elle conserve au réfrigérateur, c'est-à-dire sa réserve de textes top secrets qui sera non publié. Son univers fictionnel est emprunté d'autoréférentialité, notamment dans ce que l'on discerne comme étant son cycle autobiographique, composé de métaphysique de tube, le sabotage amoureux, stupeur et tremblement, Nivelle d'Adam et biographie de la fin, auquel on pourrait ajouter plusieurs de ses œuvres des toutes dernières années, telles qu'une forme de vie, la nostalgie heureuse et pétronique. Comme le remarque l'un des personnages journalistes de son tout premier roman Hygiène de l'assassin, paru en 1991, au sujet de l'œuvre de l'écrivain fictif Prétexte Attaque, que l'on pourrait tout aussi bien appliquer à l'œuvre de Nothomb elle-même, ce que vous mangez, on sait que cela occupe une place importante dans votre vie. La gastronomie et sa conséquence naturelle, la digestion, sont au cœur de certains de vos romans récents comme Apologétique de la dyspepsie, œuvre qui me semble receler un condensé de vos préoccupations métaphysiques. Était-ce là une étrange prophétie de la part de l'auteur, mais ce titre Apologétique de la dyspepsie, écrit par Tac, ressemble vaguement au titre Biographie de la fin de Nothomb, publié plusieurs années plus tard, et qui pourrait lui aussi faire figure de traité rassemblant une certaine métaphysique englobant l'œuvre entière. Paru en 2004, Biographie de la fin est un texte à la narration autodiégétique et au parcours fictionnel construit autour de la relation tortueuse que l'auteur a entretenue avec la fin dans son passage de l'enfance à l'âge adulte, troquant l'excès de nourriture sucrée et d'alcool pour l'anorexie à l'âge de 13 ans. Le début du roman présente le Vanuatu, une île du Pacifique qui se trouve à être l'unique endroit au monde où les habitants n'ont jamais connu la faim. Un pays d'individus constamment repus, qui est, écrit Nothomb, l'expression géographique de mon contraire. En effet, Nothomb déclara dans une formule qui lui est toute familière, « La fin, c'est moi ». La fin habite certes la protagoniste, toutefois, il ne s'agit pas d'une fin ordinaire, mais d'une fin existentielle, une sous-fin. La fin, c'est vouloir. C'est un désir plus large que le désir, c'est la volonté qui est force. Ce n'est pas non plus une faiblesse, car la fin ne connaît pas la passivité. La famille est quelqu'un qui cherche, écrit Nothomb. Selon Isabelle Levet, l'auteur de l'ouvrage de l'anorexie créatrice traitant des relations sous-jacentes entre famille et écriture, l'activité d'écriture, tout comme l'expérience de la fin, évoluerait autour d'une structure rythmique organique fondée sur les sensations internes de l'auteur. Le texte deviendrait ici esthétique de cette expérience d'alternance entre vide et plénitude, une figuration en lien étroit avec les variations de l'appétit et de la satiété. Cette inscription marquée par la tension physique prend éventuellement corps elle-même dans sa forme. L'écriture se règle comme la fin sur le manque et la plénitude, écrit Meuret. Elle est aussi construction d'un corps sans organes, car elle oscille entre le compact et l'aéré, la soudure et la rupture.
Il est intéressant de mettre en parallèle ce concept d'écriture fin avec l'esthétique on ne peut plus épurée et dégraissée de notre homme, comme une réminiscence de la famine vécue, mais aussi en regard de l'hygiène d'écriture même de l'auteur. En effet, celle-ci déclare être proprement incapable d'écrire le ventre plein. Elle dit, je cite, « Il importe d'être vide pour écrire, donc pas question de manger. » Et ainsi que le témoin en entrevue avec la revue L'Actualité, la faim a des effets sur le cerveau et pour atteindre l'écriture que je souhaite, j'ai besoin d'avoir très faim. Au réveil, j'ingurgite d'un coup du thé infect parce que beaucoup trop fort. L'idée, c'est de me faire exploser la tête avec une trop grande quantité de théine dans un estomac vide. Le texte deviendrait ainsi performatif de cette transe faminique. D'après Meuret, la faim se conçoit comme une métaphysique dans la biographie de la faim, concept de métaphysique que je lui emprunte d'ailleurs directement et sur lequel nous reviendrons. Nous aurons l'occasion de revenir plus amplement au cours de la présentation. À la fois processus de création, sujet d'écriture et mode d'expression, la faim de notre homme cultivé et ritualisé car essentielle à l'écriture, naît avec le texte mais finit par s'inscrire et imprégner l'esthétique de celui-ci, car toujours selon Meuret, elle puise au cœur de la faim qui la tarde, en fait son moteur, mais aussi sa destinée. Sur l'un de ces pans de cette thématique digestive, cette faim se déploie à travers une thématique de digestion omniprésente. On peut parler de digestion chez notre homme sans aborder les métaphysiques des tubes, publiée à l'an 2000, une œuvre autofictionnelle dans laquelle l'auteur écrit sa prime enfance au Japon. D'abord plongé dans une torpeur autistique pour les 2 premières années de sa vie, bébé Amélie, que l'on appelle le tube, qui est en l'occurrence un tube digestif, est appelé Dieu. C'est alors le règne de la toute-puissance digestive. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion, conséquence directe, l'excrétion. Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent. Toutefois, une fois sortie de sa torpeur tubulaire, lorsqu'elle reçoit des cartes comme cadeau d'anniversaire assez catastrophiques, c'est une fascination morbide que la jeune Amélie voue à ces tubes digestifs vivants qui l'horripilent, au point de perdre son désir de vivre, comme aspirés par le néant qu'ils inspirent. En effet, les cartes présentent une existence qui semble se résumer à leur avidité dévorante, ainsi qu'en témoigne le portrait qu'en brosse la narratrice. Le diamètre de leur orifice était presque égal au diamètre de leur corps, ce qui évoquait la sélection d'un tuyau. Ces bouches en forme de bouée qui bouffaient ma bouffe avant de me bouffer moi. Comme le relève Christina Alvarez dans son article « Une subjectivation extravagante ou métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb », cette dévoration se traduit concrètement dans l'amaigrissement physique de l'enfant qui s'ensuit, qui perd simultanément le goût à la vie. On assiste ainsi ici à l'entrée en jeu de ce que l'auteur appellera l'ennemi intérieur, car si la petite Nothomb est proprement révulsée par ses cartes tubes, c'est parce qu'elles sont un miroir dans lequel elle constate son propre reflet et reconnaît son avidité dans leur bouche outrageusement grande, comme le lui suggère cette voix mentale qui l'apostrophe. Et toi, que crois-tu être l'autre? Tu es un tube sorti d'un tube. Ces derniers temps, tu as eu l'impression glorieuse d'évoluer, de devenir de la matière pensante. Foutaise, la bouche des cartes te rendrait-elle si malade si tu me voyais ton miroir ignoble? Souviens-toi que tu es tube et que tube, tu redeviendras. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière pour faire le bon contrôle. Dans une sorte de mythe de l'artiste inversé, qui, rappelons-nous, était écrit de sa propre image, que lui renvoyait l'eau au point de périr noyée pour connaître fleur, la jeune Nothomb est prise de reflet d'elle-même qui se trouve sous la surface de l'impression de l'eau. C'est alors qu'Amélie se jette dans les temps des cartes dans lesquelles elle se sent redevenir le tube parmi les tubes, accomplissant ainsi sa métamorphose essentielle. La chose de moins en moins vivante se sent redevenir le tube qui n'a peut-être jamais cessé d'être. En ce qui concerne l'ingestion d'aliments, comme c'est le cas pour l'anorexie qui fantasme continuellement sur les nourritures interdites, l'alimentation est un motif obsédant dans l'univers de Nothomb. Ça fait vraiment l'univers du récit nothomien. Celle des assassins et donc celle de l'ennemi, et se trouve particulièrement intéressante à observer car de l'ordre de cette surfaim qu'évoquait Nothomb dans la biographie de la faim. D'une part, on trouve dans Hygiène de l'assassin, son premier roman, l'alimentation monstrueuse de l'écrivain obèse prétextataire, qui ressemble plutôt à un festin d'ogre composé de tripes froides, de cervelles et d'abats de tout genre, et qui confère une dimension cannibale au personnage et dont les descriptions graphiques vont même jusqu'à les faire vomir l'un des journalistes.
Alimentation essentiellement carnée que l'on peut rattacher au cadavre de sa cousine Léopoldine qu'il a assassinée étant adolescent. Amateur d'un cocktail qu'il baptise Alexandra en honneur de l'alexandrin poétique, Prétexta affirme manger comme il lit et lire comme il mange. Dans une confusion des flux, mots et nourriture sont assimilés par Prétexta. Tous deux sont boulimiquement ingérés et modifient ses composants. D'autre part, l'alimentation alchimique de Don Elmerio, la barbe bleue du roman éponyme publié en 2012, se construit autour de l'œuf, pour lequel le tortionnaire et fin gourmet voue une véritable passion théologique. Il dit « À 20 ans, j'ai tenté l'expérience de consommer des œufs ad libitum pendant 15 jours, mais 6 œufs quotidiens me mettaient en transe. La raison de cette adoration absolue pour l'œuf trouve une explication chromatique vers la toute fin du récit. C'est en fait de la couleur jaune contenue au centre de l'œuf dont Don Elmerio est éperdument épris, le jaune étant, selon lui, la couleur métaphysique par excellence. Car ainsi que les alchimistes avaient compris, c'est la couleur du spectre qui correspond à l'or. Ce qui explique parallèlement la passion qu'il voue au champagne, boisson couleur d'or que ce meurtrier vénère, tout comme l'auteur elle-même qui consacre cet alcool dans nombre de ses textes et entrevues. Pour revenir sur l'œuf dans Barbe Bleue, celui-ci est promu au rang d'aliment divin, et s'il est consommé et fétichisé par Don Elmerio, ce n'est pas tant pour ses propriétés gustatives que pour l'essence alchimique dont il est porteur. Qu'elle soit donc ascétique ou gargantueuse, dégoûtante ou sublime, l'alimentation des assassins notamiens dépasse le cadre du plaisir gustatif et devient objet de l'appétit psychique. Elle devient véhicule privilégié pour conduire le sujet à la transe, état second que l'on pourrait justement qualifier de métaphysique de transcendantale, transe qui est, rappelons-le, l'état même dans lequel s'écrit le texte notamien. Pour ce qui est des personnages, chez Nothomb, le nègre et l'obèse s'affichent en surimpression dans une réunion des antagonistes convoquant le concept d'ennemi intérieur. Débutons par l'obésité. Comme l'ont remarqué plusieurs critiques et chercheurs, Amélie Nothomb fait de l'obèse un personnage vraiment récurrent dans son œuvre, trop récurrent en tout cas pour être tout simplement anodin. L'un de ses derniers-nés est Melvin Maple, un soldat américain obèse basé en Irak, un correspondant inventé de toutes pièces par Nothomb dans son roman Une forme de vie, paru en 2010. Chez Melvin, l'obèse est associé à une expansion du vide, ainsi qu'en témoigne la description de son portrait photo par la narratrice. C'était une boursouflure en expansion. On sentait cette chair en continuelle recherche de possibilités inédites de s'étendre, d'enfler, de gagner du terrain. C'était la conquête du vide par l'obésité, grossir, annexer le néant. Comme le remarque Alvarez, l'obésité est chez Nothomb la face visible et substantielle du néant, de l'inertie du tube. À ce chapitre, comme c'est le cas pour Melvin Maple, le cauchemardesque couple Bernardin des Quatre Séminaires, paru en 1995, illustre très bien ce concept. Par la lettre, Bernardin était, je cite, d'autant plus vide qu'il était gros. Comme il était gros, il n'avait plus de volume pour contenir son vide. Ainsi, les improbables époux Bernardin provoquent chez les Hézor, qui sont leurs voisins minces, la même révulsion fascinée que les quatre pauvres chez la jeune Amélie de 3 ans, de par leur réduction d'un corps à la bouche, et donc liée à l'inertie et à l'avidité tubulaire, ainsi qu'en témoigne cette scène où Bernadette Bernardin boit tout simplement un verre de lait de manière tout à fait horrifiante. L'orifice populaire, c'est qu'il lui servait de lèvres et se mit à aspirer. Le lait fut sucé en un seul coup, mais avalé en plusieurs fois, chaque déglutition faisant un bruit d'une ventouse en caoutchouc en train de déboucher un évier. L'obésité nothombienne, qui se conçoit comme une énorme masse creuse taillée en forme de tube, est définie comme le pendant inverse de la maigreur ou de l'anorexie, qui, elle, se percevrait plutôt comme une émaciation dense et pleine, qui ne se concevrait non pas comme un tube, mais plutôt comme un œuf plein, au centre d'or, évidemment. L'obèse ou le tube représente donc l'avidité négative, mortifère et inerte, et l'espace vide contenu dans ce tube est l'endroit privilégié pour abriter un ennemi. Or, ainsi que le souligne Laureline Ananiu en entrevue avec Nothomb, la figure récurrente de l'obèse aurait un lien étroit avec la présence de l'ennemi intérieur, si l'on se fie aussi au dire de l'auteur, et qui dit, je cite, « Manger, c'était le diable et c'était le mal, et forcément, une personne grosse était une personne très entourée par le mal, parce qu'elle avait beaucoup mangé. Donc, l'obèse était pour moi une personne diabolique, maléfique. »
En ce qui concerne la maigreur, comme le relèvent Gaël Séné et Bernard Cabout, au terme d'un recensement exhaustif suivi d'une lecture approfondie des manifestations de fantasmes anorexiques dans l'œuvre d'Amélie Nothomb, les écrits de cet auteur ne parlent jamais d'anorexie mentale explicitement, sauf dans le roman Robert Desnompes, ainsi qu'on l'a vu, Biographie de la faim, mais cependant, l'anorexie mentale et sa problématique sont partout et teintent même le regard des narrateurs. Il est donc évident, à la lecture de plusieurs romans, que la maigreur des personnages féminins prend une place essentielle dans l'œuvre de Nothomb. Il y a effectivement une glorification et esthétisation de sainte maigreur, si je puis dire, au sein de l'univers nothombien, qui, dans la totalité des cas, est lié à l'image d'une éternelle enfance, ou du moins d'une certaine pureté juvénile de l'âme, et donc liée à l'éveil, à la vie, à l'inverse de l'obèse qui est toujours représenté vieillard, mourant ou handicapé. Le cas de Juliette Aizor dans Les Catilinaires, qui est l'avatar fictif de Juliette Nothomb, la sœur de l'auteur, est assez éloquent à ce sujet. Sa minceur vive et alerte est même mise en contraste avec l'obésité patibulaire du voisin paladin. Le contraste entre sa silhouette frêle aux yeux habités et la masse inerte de notre voisin ne manquait pas de celle de Marc le narrateur et Émile son conjoint. Quant à Panonique, une héroïne sacrificielle du roman Acide sulfuré datant de 2005, c'est l'image même de cette sainte maigreur, car malgré son dépérissement dû à son inhalation dans son emprisonnement dans le camp de concentration où il est détenu, la jeune femme s'entête à partager son chocolat quotidien aux autres captifs du campement. De surcroît décrite comme infiniment sage et belle, mais d'une beauté qualifiée de médiévale, Panonique figure, on l'aura compris, l'image même de la martyre salvatrice, peut-être même davantage encore, car dans l'abnégation absolue de sa fin au profit de la survie de ses prochains, cette jeune fille devient divinité. Elle ne serait pas le Christ, pas question de jouer les victimes expiatoires, elle serait Dieu, principe de grandeur et d'amour. Un retour de Dieu, mais qui n'est plus Dieu le tube, mais un Dieu l'œuf, et qui témoigne d'une certaine ambition psychique certaine. La scène mystique est également présentée dans Robert Desnompes, qui retrace la jeunesse de la chanteuse Robert, qui est une amie d'Amélie Nothomb elle-même, qui est elle aussi marquée par l'anorexie. Assimilée au ballet classique auquel s'adonne Pélectrude, l'avatar de Robert dans le roman, l'anorexie se vit comme un envol, une fuite hors de soi qui correspond à la réussite d'une domination ascétique totale de l'esprit sur le corps. Dans cette transe causée par la faim, l'esprit s'évade du corps cage qui l'entrave. L'esprit est donc affamé, avide d'une expérience surhumaine, et c'est ce qui est mis en scène avec Pélectrude, mais aussi chez plusieurs héroïnes féminines de Nothomb. Dans l'ascétisme, comme dans la gloutonnerie, c'est dans un rapport extrême avec la faim et la satiété, conduisant à une sorte de transcendance que les figures maigres et obèses se ressemblent et se recoupent chez Nothomb. Non seulement l'ingestion ou le refus d'aliments sont omniprésents, mais comme l'a observé Emmanuel, les œuvres de Nothomb sont aussi le théâtre d'affrontements alimentaires récurrents. Elle dit, je cite, « On peut lire dans l'œuvre nothombienne des scènes dans lesquelles un personnage en oblige un autre à manger, transformant la nourriture en support d'un affrontement douloureux. » C'est le cas, par exemple, du maigre couple Aizor qui cherche désespérément à nourrir leur voisin, le couple bernardin obèse des Catilinaires, tout le long du roman. Et des affrontements, ce n'est certainement pas ce qui manque chez Nothomb, qui fait de la confrontation sa dynamique littéraire essentielle, noyauture qu'elle traduit par un puissant dialogisme. Comme l'a remarqué Evelyn Gilbert, auteur d'Amélie Nothomb sous le signe du cinglant, l'arme préférée d'Amélie Nothomb, c'est le dialogue. Elle maîtrise parfaitement cette technique. Toujours dans l'évocation du langage comme d'une arme, Gilbert ajoute que le ton d'Amélie Nothomb est péremptoire, incisif, percutant. Chaque mot, chaque phrase va droit au but dans un rythme vif et nerveux. Cet art du dialogue que Nothomb maîtrise à merveille, qui est aussi un art du combat contre l'autre, mais surtout contre soi dans ce cas-ci, est selon nous le terrain d'un transfert de propriété, voire même d'une réincarnation d'un opposant à l'autre. Cette contamination se retrouve fréquemment entre individus maigres et obèses, chez qui tout semblait diverger et qui deviennent ici des vases communicants, ainsi que l'illustre cette scène finale tirée du gène de l'assassin. La mince jeune femme contemplait avec dégoût le faciès illuminé du gros vieillard. C'est la journaliste qui répond Prélesta lui répondant « Que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de devenir mon avatar. »
Ces affrontements se soldent plus souvent qu'autrement par la mort de l'un ou l'autre personnage, mais dans la logique de réincarnation de cet auteur, tuer l'autre revient à l'assimiler et plus spécifiquement à l'incorporer par l'évocation, ainsi qu'on peut le déceler à travers le regard de la journaliste qui entrevoit le corps chétif de Léopoldine à travers le corps obèse de son assassin prétextant. À travers votre corps hypertrophié, dit-elle, j'ai l'impression de voir se découper une fine silhouette que votre souffrance soulage. On insiste ainsi à un rapprochement entre des principes considérés comme antithétiques d'une relecture du dualisme, ce qui teinte l'univers de notre homme de l'esprit carnavalesque. Notre homme dynamite par l'écriture qui aussi travaille sur son corps la dichotomie cartésienne occidentale, mais ces mots n'étant plus des figures distinctes, mais double facette d'une même instance. Sous la maigreur se cache la vivité sans fin et sans fin éphalienne, et derrière chaque jeune anorexique se cache un vieillard hypertragique obèse, l'un l'autre se superposant, cohabitant en ennemis qui s'assimilent l'un l'autre. Ce qui rejoint le concept d'ennemi intérieur développé par l'auteur dans plusieurs de ses textes et qui, joint à nos précédentes réflexions, nous invite à postuler qu'entre les personnages fictifs de notre homme et elle-même, il n'y a que l'interface de la page. L'auteur se projetterait simultanément dans tous ces personnages, ce qui rejoint la vision d'un soi multiple qu'offre Virginia Woolf à travers ses multiples protagonistes dans son texte The Waves, dans lequel celle-ci affirme « I am not one simple, but complex and many ». Dans cette optique, chacun de ces personnages est en quelque sorte avatar d'une facette de notre homme elle-même, complexe et plurielle. Certains abordant son côté glorieux qu'elle scientifique, prenant souvent la forme d'une maigreur ascétique, d'autres incarnant sa part dans l'obésité tubulaire, s'inscrivant dans une sorte de continuité du moi. Parmi ces autres, il y a soi-même. On fit notre homme en entrepôt. On est un autre pour soi, et non le moindre. J'habite avec un autre qui est mon ennemi intérieur. Quand j'écris, je lui réponds. C'est le moment du duel où il trouve un adversaire à sa mesure. Il est temps de clore brièvement cette présentation. Une question demeure. Pourquoi donc parler sans cesse de métaphysique dans Calme-Tom? L'un des centres d'intérêt fondamentaux de la métaphysique traite de la question du lien qui lirait le corps et l'esprit, question qui, comme nous l'avons vu, paraît hanter notre homme et son œuvre. De plus, les principes de cette transcendance s'articulant à travers la fin semblaient être annoncés par l'auteur elle-même par le biais de son tout premier personnage prétextataire. Je considère que la métaphysique est le mode d'expression privilégié du métabolisme, dit-il. Dans le même ordre d'idées, puisque le métabolisme se divise en anabolisme et en catabolisme, j'ai scindé la métaphysique en anaphysique et en cataphysique. Il ne faut pas y voir une tension dualiste, mais les deux phases obligées, et ce qui est inclus les inconfortables, simultaner notre processus d'un pensée voué à la trivialité. Si l'on suit à la logique de prétexta, l'écriture, en l'occurrence l'écriture dialogique, serait ce qui permettrait à notre homme de réunir et de faire cohabiter ces parts d'elle-même dans une quête métaphysique d'accorder le corps et l'esprit dans leur pulsion rivale. On peut lire dans cette tentative de communication une quête de réconciliation avec son ennemi intérieur, ainsi qu'en témoigne Melvin Maple dans une lettre adressée à notre homme, ou autrement dit que notre homme s'adresserait à lui-même. J'ai l'impression que vous me comprenez. J'ai l'impression que vous me comprenez. Je sais que vous avez souffert de problèmes alimentaires, mais très différents. À mon avis, cette quête unificatrice n'aboutira jamais, c'est pourquoi elle est toujours à recommencer, car l'auteur resterait toujours sur sa fin, toujours en prise avec en soi un ennemi dans une cohabitation toutefois rendue plus vivable grâce au travail littéraire. Là-dessus, à la toute fin d'une forme de vie, alors que le personnage de notre homme cherche à esquiver sa rencontre physique avec son correspondant obèse et Melvin, et donc à fuir son ennemi, elle s'interroge, depuis que tu as commencé à écrire, quelle est ta quête? Questionnement auquel elle offre une réponse qui semble confirmer nos spéculations. Tu le sais, si tu écris chaque jour de ta vie comme une possédée, c'est parce que tu as besoin de issue de secours. Être écrivain pour toi, cela signifie chercher désespérément la porte de sortie. Tu seras libéré de ton principal problème, qui est toi-même. On peut considérer cette démarche d'écriture comme une forme de réincarnation pour l'auteur et ultimement une manière de cohabiter avec son corps réel suite à la désincarnation d'anorexie et au combat perpétuel avec ce qu'elle appelle son ennemi intérieur. La parole est un bon langage et le langage n'est pas immatériel, il est corps subtil, mais il est corps, écrit d'ailleurs Lacan. Comme il le confirme notre temps, on va devoir clore maintenant. Le temps est un petit peu limité, donc merci. Merci, c'était particulièrement intéressant. Donc, je pense que tu as bien mis la table au début. J'ai vraiment aimé cette mise en fin, justement, de la scène, de l'écriture d'Amélie Nothomb. Donc,
cette préparation du corps, hein, cette espèce de besoin de se vider pour laisser entrer les mots, donc c'est particulièrement intéressant. Et ça, je pensais à Nous comme son, sur lesquels tu as peut-être déjà travaillé. Est-ce que tu as lu La Fin? Donc le roman d'Hameçon, où il y a vraiment justement un personnage qui se laisse lui-même habiter par la faim, mais contrairement à Nothomb qui a besoin de ça, donc une sorte de recueillement pour se mettre à table, pour se mettre à écrire, lui il est en fuite perpétuelle, donc c'est quelqu'un il est affamé, il cultive ça, donc il a besoin de travailler pour avoir de l'argent pour s'acheter la nourriture, et à chaque fois donc il repousse un peu ce moment, donc il a de l'argent, il le perd.